Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine qui fait un focus sur les projets financés par l'Union européenne. Projets supervisés, mis en œuvre et suivis par la cellule d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen de développement COFED en République démocratique du Congo dans le cadre de la coopération entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo. Bienvenue donc à ce nouveau programme. Aujourd'hui, nous nous focalisons sur les projets qui touchent les domaines de la santé publique. Jean-Marc Matois qui vous présente ces magazines, Bob Lando assure la mise en onde. Nous saluons la collaboration de Gisèle Lamboley, chargée de communication et gestionnaire des projets au sein de la COFED. Je fais également un coucou à Patrick Bakombe. Très heureux de vous retrouver. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est Focus Santé et nous recevons pour aborder ces sujets Dr Ahadi Simbi, gestionnaire des projets FED au secrétariat général du ministère de la Santé publique, département direction d'études et planification. Docteur Ahadi, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Voilà, j'ai dit également bonjour à Jean-Claude Deka qui est secrétaire général de la Fédération des centrales d'achat et de distribution des médicaments essentiels. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Marc. Et pour finir ce tour des tables, je vais me tourner du côté de mon voisin de droite, Monsieur Innocent Mbalanosa. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes directeur de la mutuelle de santé de Kisantou. Merci à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau programme. Pour vous permettre d'avoir un bref aperçu sur ce qui s'est fait, je vous invite à suivre une des bénéficiaires de ces services. C'est une dame que nous avons rencontrée dans les Kasaï. Eh bien, Madame Mimi Kapinga nous propose son témoignage sur comment ça se passe sur terrain. C'est en Tchoulouba, mais vous suivrez une petite explication sur ce qu'elle va dire. Usama ujule nendo ufika bali bakwa kijile bakwenzele fishi akutuma ma docteur okuvyanje ko examen bakwenzele examen bakwanda mu bakuyanje ko docteur okufungile mangisisa ajo kushala mwana mu hospital kushala nende kada bwa kumwenzela kumwenzele fishi anyo donasi kumuhesha manga kokuyeka munishi kuyeka munishi mishinga mbele mikano kuchimona ajo fika utagile lo tagile lo kuno mbejo mo kujela ntoro kasi kumwenzele fishi amutu mu docteur mutu mako examen bamwezela examen banda muna docteur mufungila ma ikada kama ikala mukol bamushe mubulala kama ikala mushaje lo muhesha manga muntu yuna bamundu humbikala traje tiri muntu nzuri so ngapna tonda hamuna vana mushindu iyo wapiyete muneni baminga bakajiba buni eze kumujumu ewe kwata emupata kala binti byelu kasarukasa. Voilà, c'est Madame Mimi Kapinga qui nous expliquait comment ça se passe généralement quand on arrive dans ces hôpitaux. Selon les témoignages de cette dame, quand vous amenez un enfant malade ici, nous établissons une fiche avant qu'il ne soit amené chez les médecins pour une consultation qui va suivre des examens. Donc l'enfant reçoit les soins avant tout. Les frais fixés pour différents soins sont attachés aux valves. Nos médecins traitent bien et avec souplesse. Voilà donc un bref aperçu du travail qui s'est fait par rapport au projet financé par l'Union européenne dans le domaine de la santé. Nous allons maintenant accorder la parole à un médecin qui se retrouve aussi parmi les bénéficiaires de ces services. Le projet a eu à apporter beaucoup de formations sur différents plans. Beaucoup plus les formations et entrer à l'amélioration de la qualité des soins et de l'amélioration de la qualité de gestion, notamment dans les différents services comme la pédiatrie, la chirurgie, avec notamment la prise en charge des cas de chirurgie osseuse, en pédiatrie avec l'élaboration de différents protocoles. Donc le personnel a eu à avoir plusieurs formations ayant fait que leur niveau de prestation est un peu élevé par rapport à avant-projet. À mon personnel au niveau de l'accueil, d'abord c'est cette capacité à organiser les tris. C'est-à-dire quand le malade arrive, comment est-ce qu'on peut arriver à différencier les cas urgents de ceux qui ne le sont pas. C'est-à-dire la rapidité avec laquelle il faut recevoir les malades urgents, contrairement à ceux qui ne le sont pas. Ils ont été formés dans ce tri rapide des malades pour que les médecins puissent avoir un accès facile à la consultation. Deuxièmement,
l'amélioration s'est faite par la récolte des points de vue des usagers. Ceux qui passent en consultation externe, il y a des boîtes à suggestions qui sont là, que vous avez vues, qui sont là pour la récolte de tout ce qu'il y a comme difficulté autour de l'organisation de l'accueil. Et de ces faits, les malades ont eu à poser leurs problèmes qui nous ont poussés à améliorer pratiquement les circuits d'accueil au niveau de notre hôpital. Vous venez là de suivre les explications du docteur Joseph Kabongo, médecin directeur de l'hôpital général des références des Miabi dans les Kasaï orientales, qui était précédé du témoignage de madame Mimi Kapinga. Donc aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, nous abordons l'aspect santé dans le cadre des projets financés par l'Union européenne, projets supervisés, suivis et mis en œuvre par la COFED. Alors je me tourne du côté de notre tout premier intervenant dans cet entretien, dans ces panels. Il s'agit donc du docteur Ahadi Simbi. Rebonjour. Oui, bonjour Jean-Marc. Alors quand vous écoutez ces deux témoignages, j'aimerais d'abord recueillir vos impressions. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est vraiment intéressant et ça nous met effectivement en plein pied dans le débat de ce projet. Ça me fait d'abord plaisir que vous ayez commencé par recueillir les avis de bénéficiaires. Donc d'abord cette dame avec son enfant qui a été soigné dans cet hôpital de Miabi, et puis du médecin qui a soigné cet enfant. Et là, effectivement, dans ma lecture, c'est que je sens que c'est un hôpital qui fonctionne, où on a parlé de médicaments, des examens, de médecins qui sont là. Donc, il y a une disponibilité des services et je n'ai pas perçu dans le langage de la femme une sorte de plainte. C'est comme si les services sont vraiment bien offerts et qu'elle est satisfaite. Quelles sont les grandes articulations de ces projets dans les domaines de la santé? Je dirais d'abord que c'est une intervention, c'est l'ensemble des interventions financées par l'Union européenne dans le secteur de la santé. Date maintenant depuis plus d'une décennie et c'est en continu dans les mêmes maisons de santé, les hôpitaux. Et cela a permis de construire une intervention qui répond effectivement aux besoins de la population et aux besoins des structures de santé. J'ai parlé depuis une dizaine d'années, puisque le programme a commencé dans les années 2006 avec le programme Santé 9e FED, où on a mis en place les bases d'un appui qui cible à la fois l'offre de services et aussi, de l'autre côté, la demande de services. Dans l'offre de services, le programme finance les travaux d'infrastructure, réhabilitation, construction des hôpitaux, réhabilitation des centres de santé, leurs équipements, l'apport en médicaments essentiels, les formations, comme le médecin a parlé, qui sont bien formés pour renforcer les capacités, et on amène aussi des approches pour améliorer la qualité et pour améliorer la gestion hospitalière, en fait. Ça, c'est le volet offre. Bon, de l'autre côté, c'est le volet demande, où le projet finance l'accessibilité, l'accès de la population aux services de santé pour lever le goulot d'étranglement, la barrière financière, afin que chaque personne dans ces zones de santé appuyées par le programme ou le projet accède aux soins sans avoir à s'appauvrir ou à ne pas aller au niveau de la formation sanitaire pour des raisons financières. Et c'est ce deux volets-là dans lequel le projet travaille depuis les années 2006 jusqu'à ces jours. Bien sûr, dans l'entretemps, il y a eu d'abord le premier programme 9e FED qui s'est arrêté en 2010. En 2010, on a démarré le 10e FED jusqu'en 2017. En 2017, on a démarré le 11e FED. Quand vous parlez des FED, c'est les Fonds européens de développement. Exactement. On passe toujours dans des acronymes. Alors, et là, effectivement, aujourd'hui, nous avons donc 3 projets financés par le 10e et le 11e FED qui poursuivent leur parcours. Le premier, c'est le projet du 10e FED PA Pendas. Il est maintenant à la fin. Ça consiste à quoi exactement? Et si vous allez sur terrain, vous allez trouver ce qui reste, c'est les travaux de construction. Et là, on est en train de construire et de compléter le bâtiment
de l'hôpital de Chilenge, dans le Kasaï oriental, à une trentaine de kilomètres de Mbuji-Mayi. On vient de finir, toujours dans cette enveloppe, du projet du 10e Fête Paix à Pendes, projet d'appui au plan national de développement sanitaire, le bureau de l'administration sanitaire de la division provinciale du Kasaï oriental, communément appelé DPS Kasaï oriental à Mbuji-Mayi, à côté de l'hôpital de Dipumba. Et on vient de livrer aussi dans le Kasaï central les bâtiments de réhabilités et construits, puisqu'on en a eu les 2 sur terrain, de l'hôpital de Mikalaï. Ça, c'est dans le Kasaï central à côté de Kananga. C'est un projet finissant, donc il ne reste que ce volet des travaux à l'hôpital de Chilenge que nous comptons finaliser, terminer d'ici quelques mois. Bien sûr aussi, l'équipement aussi est allé avec. Si on remonte un peu une année ou 2 ans après, on a livré aussi l'hôpital de Kabinda dans la Lomami. Ça, c'est le 10e Fête Paix à Pendes. Donc, si je comprends bien, tout se passe dans la partie centrale du pays, Kananga, Mbuji-Mayi. Est-ce que les autres provinces aussi sont concernées par cet appui? Parce que jusque-là, tout ce que vous avez évoqué, ça se passe plus, soit Kananga, Mbuji-Mayi, Lomami. Qu'en est-il des autres villes de la République démocratique du Congo? Bien sûr, ce n'est pas seulement dans cet espace. Les projets se font aussi, il y en a plusieurs, à l'Est. Je peux alors vous citer les provinces. C'est le Haut-Ouélé, en allant, commençant par l'extrême nord. Ensuite, il y a l'Ituri, le Nord Kivu, au Congo central, dans 3 zones de santé, Kisantu, Gindinga et Gombe-Matadi. Est-ce que dans ce travail d'accompagnement, il y a des matériels aussi qui sont mis à la disposition de certains hôpitaux? Certainement, puisque ce modèle de financement, en fait, de la santé de la population, c'est un modèle qui se rapproche au modèle assurantiel. C'est-à-dire, c'est un tiers payant qui paye, qui achète la prestation des coûts des soins qu'une personne a ici. Et dans ce modèle, effectivement, il y a une obligation. On n'achète pas n'importe quoi. Ça doit être des soins qui sont d'une qualité avérée. Et là, effectivement, pour avoir des soins d'une qualité avérée, il faut commencer par les basiques. Il faut que ce soit des soins qui se déroulent dans une infrastructure adaptée et bien faite, avec l'équipement réussi, avec des techniques et méthodes scientifiquement valables, prouvées, et avec un personnel motivé et qualifié pour le faire. Et donc, c'est pourquoi, effectivement, non seulement on investit dans l'offre, on construit les hôpitaux, on les réhabilite, on construit les centres de santé, on les réhabilite, on les équipe, on forme les personnels, pour améliorer, pour apporter une offre qui s'adapte au mieux pour que l'acheteur vienne acheter des soins pour les patients qui ont une certaine qualité. Merci beaucoup, docteur Ahadi Simbi. Je rappelle que vous êtes les gestionnaires des projets FED, Fonds européen de développement, au secrétariat général du ministère de la Santé publique, direction d'études et planification. On vous garde encore avec nous les temps d'accorder la parole à votre voisin, mais avant que votre voisin puisse prendre la parole, votre voisin c'est Jean-Claude Deka, qui est secrétaire général de la Fédération des centrales d'achat et des distributions des médicaments essentiels. Avant qu'on lui accorde la parole, nous allons rentrer dans les Kasaï pour écouter encore un autre témoignage. Cette fois-ci, on va tendre les micros à monsieur Joseph Kapeta. La centrale de distribution des médicaments du Kasaï oriental, la CADMECO en sigle, il livre les médicaments sur base des commandes des zones. Nous avons à peu près 100 formations sanitaires qui achètent fidèlement au travers de l'appui de l'Union européenne. Donc ils passent obligatoirement, selon les clauses de contrat, par la CADMECO. Dans l'argent de la subvention, que nous pouvons considérer comme étant les 100% de ceux qu'ils reçoivent comme subvention, ils ont 40 qu'ils affectent aux médicaments et les 60% ils affectent à la prime ainsi qu'au fonctionnement de leur structure sanitaire. L'importance de la CADMECO au niveau de ces 2 provinces qu'il dessert en médicaments, c'est la disponibilité permanente en médicaments et en médicaments de qualité qui permet aux zones de santé de ne pas connaître des problèmes de rupture. Pour pérenniser les acquis des subventions de l'Union européenne, nous avons
tiré certains revenus qui nous ont aidés à nous récapitaliser en termes de fonds de roulement et ça nous a permis de recycler notre stock ainsi que les consommables tels que les équipements médicaux. Ça nous a finalement aidé à nous récapitaliser et à avoir un stock important. Voilà, vous venez de suivre Monsieur Joseph Kapeta qui nous parlait un peu de cette expérience. Alors, Monsieur Jean-Claude Deka, parlez-nous un peu de la Fédération des centrales d'achat et de distribution des médicaments essentiels. En quoi consiste-t-elle? Moi, c'est pour la première fois que j'entends parler de ça. Bien, merci beaucoup Jean-Marc. La Fédération des centrales d'approvisionnement en médicaments essentiels, que nous appelons la FEDECAM, elle est née depuis 2002 en République démocratique du Congo et sous l'initiative également du gouvernement congolais avec un partenariat très significatif de l'Union européenne. Parce que, comme vous le savez, nous avions, pour ceux qui se rappellent encore de l'histoire, nous avions un système d'approvisionnement en médicaments essentiels au pays qui était beaucoup plus piloté par ce qu'on appelait les dépôts centrales médico-pharmaceutiques, DCMP. Le DCMP qui est en Ndolo, oui. Et c'est cette entreprise, dont je peux appeler entreprise publique, qui inondait le pays en médicaments. Et c'était jusqu'aux années 80. Mais comme vous le savez, entre 80 et 2000, il y avait un fossé qui est quand même très 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 important parce que les gouvernements n'avaient plus investi dans le médicament public, dans les secteurs publics. C'est vrai, l'organisation du système était pratiquement par terre. C'est ce qui fait que pendant 20 ans, nous étions, les formations sanitaires, les hôpitaux publics étaient exposés à plusieurs acteurs de terrain. Et parmi les acteurs, vous savez, je ne vais pas les citer en termes de nationalité, mais il y avait quand même des acteurs qui faisaient entrer les produits par plusieurs voies. Et étant, les pays étant aussi, les frontières étant poreuses, donc on s'est retrouvé avec des produits qui étaient là, et des faux médicaments, des médicaments avec des notices qui pouvaient pas être bien lus par nos prestataires, parce que c'était parfois en portugais ou en italien. Donc, bref, les pays étaient exposés devant un grand risque de consommation des médicaments de qualité douteuse, ou qualité douteuse, oui, de mauvaise qualité. Et c'est en 2001 que le gouvernement congolais, à l'époque, avec l'Union européenne, mena des études. Et ces études de faisabilité devaient basculer d'un système public avec nomination des instances par le gouvernement vers un partenariat public-privé. C'est comme ça que l'idée est née de mettre en place une centrale nationale d'approvisionnement en médicaments, et cette centrale devait fonctionner avec des centrales régionales. Et les centrales régionales, c'était des centrales de distribution. Donc la fonction de la FEDECAM, la fédération à l'époque, donc au départ, dans le cas du système national d'approvisionnement en médicaments qui devait être mis en place, avait deux fonctions dans la structuration. Donc il y avait l'acquisition des médicaments par un service centralisant les commandes ou les besoins des provinces, et un système de distribution. Donc la centrale régionale ne peut pas acquérir les médicaments sur l'espace international. C'est comme ça que les deux fonctionnent. Alors nous avons commencé avec 3 centrales. La première centrale était celle de Kisantu en 2003, donc 2002, toujours avec l'Union européenne. Voilà, donc on était déjà avec l'Union européenne depuis le début de ce système, nouveau système d'approvisionnement. Il y a la centrale de Mbujimaï, Kadimeko, qui vient d'intervenir tout à l'heure, et puis il y a la centrale de Kananga. Donc les 3 centrales étaient des centrales Union européenne, disons financement Union européenne, et qui Kisantu faisait partie des centrales, les premières centrales que j'ai eu l'honneur de diriger pendant 9 ans. Donc, alors la fédération, au fait, centralise les achats des centrales régionales, donc leurs besoins, au niveau du bureau de coordination de l'achat de la FEDECAM, qui est un service de la FEDECAM, un bureau de coordination de l'achat, met en œuvre toute la politique d'acquisition des médicaments, appel d'offres, et tout ce qu'il y a comme procédure d'acquisition, les achats groupés de toutes ces centrales. Et après avoir acquis ces médicaments, le bureau central donc de coordination BECAF dispatche les médicaments à travers les pays. Nous avons commencé avec 3 centrales, comme je l'ai dit, mais avec l'intégration d'autres partenaires, la Banque mondiale, ENABEL, donc la Belgique, nous sommes arrivés à 16 centrales au pays pour le moment. Donc la fédération, c'est une fédération des centrales
régionale. Une macrostructure. Voilà, une macrostructure, franchement, d'approvisionnement en médicaments pour rendre les médicaments disponibles aux zones de santé et, in fine, aux populations congolaises. J'aimerais qu'on écoute aussi notre troisième intervenant parce que jusque-là, il a juste dit bonjour, mais il n'a pas encore pris la parole. C'est mon voisin de droite, Innocent Mbalanosa. Vous êtes directeur de la mutuelle des santé de Kisantu. Qu'est-ce que vous faites exactement au sein de cette mutuelle? J'aimerais quand même situer la Moussakis. La Moussakis, en fait, c'est une mutuelle de santé de Kisantu, située à Kisantu, qui est créée depuis une dizaine d'années. Elle évolue dans la province du Congo central. Depuis 2017, nous avons eu quand même à intégrer ou à être alignés parmi les structures qui bénéficient des subventions de l'Union européenne. Mais j'aimerais quand même dire qu'est-ce que l'Union européenne vous apporte concrètement? Évidemment, par rapport à son organisation d'abord, je voudrais, avant qu'on arrive à cela, comme on l'avait dit, Dr Simbila si bien dit, l'appui apporté par le projet Union européenne passe à travers les établissements qu'on appelle les utilités publiques, les EIPFAS. Mais au niveau du Congo central, l'approche a été, à titre expérimental, développée au niveau d'une mutuelle de santé, où on a pris une mutuelle de santé comme agence d'achat de services à la place d'un établissement d'utilité publique. Et là, dans sa mission traditionnelle, la mutuelle assure toujours les mêmes fonctions initiales de contractualisation avec les formations sanitaires, de vérification et puis de paiement, avec les cotisations qui mobilisent au niveau de la communauté. Et du fait qu'il y a la subvention qu'on bénéficie au niveau du projet PRODES, contribue également à payer les tiers payants des malades qui sont pris en charge au niveau des centres. Quant à son organisation, la mutuelle, c'est une organisation communautaire, qui a une assise communautaire, voire même institutionnelle, qui est représentée au niveau de la base par ce qu'on appelle des sections, qui sont des regroupements des gens au niveau des villages, au niveau des entreprises. Et ces organisations, une fois réunies au niveau de l'organe qu'on appelle l'Assemblée générale, arrivent quand même à élire des gens qui doivent arriver à piloter les organes de gestion tels que le conseil d'administration. Donc, ceux qui gèrent le conseil d'administration sont les membres élus, revenants mutualistes, revenants de la communauté. Nous avons une commission de contrôle et puis la direction. La mission principale, c'est de pouvoir briser la barrière financière pour un accès financier de la population aux soins de santé. Et là, à travers la mobilisation des ressources ou des cotisations des membres, tout en mobilisant aussi des financements publics de l'État, le cas typique des projets PRODES. Je dirais que l'apport du projet, depuis 2017, qu'on a eu à mettre en place cette approche, une approche innovante, intégrant la mutuelle comme une agence d'achat de services. Là, on nous a attribué la fonction de pouvoir contractualiser, c'est-à-dire négocier les contrats avec le centre de santé et hôpitaux, signer ces contrats. Et nous avons la mission aussi de faire la vérification administrative et technique, c'est-à-dire qu'avant d'acheter les services des prestataires, nous sommes d'emblée obligés de vérifier la qualité de tout ce qui est déclaré par les prestataires. Donc là, nous voyons sur le plan administratif tout ce qui est contractuel, le respect des tarifs, parce que la communauté est censée connaître ce qu'il doit acheter. Donc la part que le partenaire projet PRODES apporte à travers l'Union européenne et la part que elle-même, la population, doit amener comme ticket modérateur. Donc ça doit être affiché et nous veillons sur ça. Mais vous avez beaucoup beaucoup d'unités pour essayer de faire ce travail. Ça doit être un travail fastidieux, j'imagine. Évidemment, par rapport à cet appui, nous avons tablé avec les évaluations précédentes avant la mise en œuvre du projet. On a pu quand même poser certaines hypothèses pour pouvoir arriver à mettre en œuvre cette expérience. Avec l'appui de l'ADEP notamment, et la COFED, le MEMISA qui met en œuvre le projet au Congo central, on a quand même pu penser au renforcement des capacités, même au personnel. On a renforcé l'équipe de personnel. On a une cellule d'achat des services tout à fait autonome qui s'occupe de ce travail-là.
Et d'autre part aussi, ici, le volet assurance santé, nous y travaillons aussi de façon indépendante. Les deux programmes fonctionnent de façon tout à fait indépendante. Donc les gens doivent s'affilier pour bénéficier de cette prise en charge. Ça se passe comment? Évidemment, l'importance plutôt dans cette approche est que là où il y a une mutuelle de santé, il y a un double avantage. Il y a d'abord le premier financement en tiers payant qui est alloué 70% par l'Union européenne. Le 30% restant, si on n'est pas mutualiste, tu es censé payer les 100%. Okay. Ce qui pourrait aussi parfois poser problème. Pour trouver un $100 qui pourrait représenter 30%, ça peut être aussi une difficulté. Mais au moins, je ne parle pas dans le sens des 100, mais l'avantage, c'est l'exemple, le 30% qui reste pour la population est encore subventionné par un autre tiers payant à travers les cotisations que la mutuelle mobilise. Okay. Donc l'impact de ces projets faciliterait en termes de pérennisation, j'anticipe, de faciliter l'adhésion d'un si grand nombre de membres à la mutuelle pour qu'il y ait aussi continuité des activités dans ce sens, tout en bénéficiant des subventions qui peuvent être mobilisées par-ci et là à travers le pays ou l'Union européenne. Merci beaucoup, Monsieur Innocent Balanosa. Je vais maintenant accorder la parole à Monsieur Jean-Claude qui voulait aussi répondre à cette question par rapport à la pérennisation. Jean-Claude Deka, qui est le secrétaire général de la FEDECAM, Fédération des centrales d'achat et de distribution des médicaments essentiels. Alors, comment pérenniser ces genres d'initiatives, tous ces projets? Oui, je pense que la pérennisation partira de l'appropriation du projet. D'abord, il faut que tout prestataire, à tout niveau qu'il soit, puisse s'approprier des projets, de sa philosophie et de sa vision. Parce que, au fait, aujourd'hui, nous l'avons toujours remarqué, lorsqu'il y a un projet qui est installé, qui est mis en place, généralement, les gens se contentent des résultats de ces projets. Ils se contentent des résultats, mais ils ne capitalisent pas. C'est que les attitudes et tout ce qui doit être transféré par rapport à la communauté, par rapport au pays même. Parfois, il y a des fonctionnaires qui se contentent de ça, mais après, ils oublient que le projet partira. Donc, en termes de pérennisation, je pense que nous sommes dans le secteur du médicament. Les médicaments qui nous arrivent aujourd'hui sous forme d'aide et d'appui sont des médicaments qui ne sont pas distribués gratuitement. C'est des médicaments qui ont un coût. Et pour que les produits soient réachetés, pour assurer le réapprovisionnement, il faut se mettre en tête la culture des recyclages des médicaments. Tout gestionnaire de centre de santé doit savoir que le capital médicament qui est mis à sa disposition doit générer des recettes et ces recettes doivent permettre à recycler les stocks pour qu'il y ait une continuité des services offerts. On va boucler la boucle avec Dr Ahadi Simbi, gestionnaire des projets Fonds européens pour le développement au secrétariat général du ministère de la Santé. Alors, c'est la même question qui vous est encore posée, la pérennisation, compte tenu de tous ces apports multiformes. Ce programme de l'Union européenne a permis de faire au pays, c'est construire un modèle de développement du secteur de la santé, de financement, qui place le pays des pieds dans la voie de la couverture universelle sanitaire. Le financement de la demande allié au financement de l'offre qui couvre une population donnée et là, effectivement, ça nous amène dans le cadre des lois du pays, ce qui est aussi quelque chose qui annonce cette durabilité. La loi sur les mutuelles de santé qui a été promulguée en 2017. Et cette loi, effectivement, met en place, ce qui doit se faire, un système assurantiel au pays, obligatoire pour les emplois publics et les emplois dans le secteur privé et para-étatique, donc les emplois du secteur formel. Assurance obligatoire. Et ça continue, cette loi, mais aussi une assurance obligatoire pour les étudiants et pour les élèves en âge scolaire. Pour le reste de la population, enfin, cette loi dit qu'ils doivent adhérer à des mutuelles de manière facultative. Alors, si ces lois sont mises en application, alors ces instruments-là, ces caisses-là assurantielles, où l'État va contribuer pour financer les soins de la santé, vont trouver sur place des structures de santé qui sont déjà rodées.
Okay. Et une population qui est déjà habituée. Ensuite, de l'autre côté, ils vont trouver aussi des prestataires d'achat des services de santé qui savent passer un contrat. Donc il y aura déjà un cadre favorable pour la mise en application. Pour la mise en application de ces lois. Et c'est là, effectivement, le déclic viendra de la mise en application de ces lois et tout sera parti pour couvrir l'ensemble des pays. C'est ça le modèle. Et c'est là où ce programme de l'Union européenne est très intéressant pour Voilà, donc c'est par ces mots du docteur Ahadi Simbi que nous clôturons cet entretien. Je dis merci au docteur Ahadi Simbi, gestionnaire des projets Fonds européens de développement, au secrétariat général du ministère de la Santé publique. Merci Jean-Marc. Et merci également à votre voisin de gauche, Monsieur Jean-Claude Deka, secrétaire général de la Fédération des centrales d'achat et de distribution de médicaments essentiels, FEDECAM. Merci beaucoup Jean-Marc. Et je dis également merci à mon voisin de droite, Innocent Balanosa, directeur des Moussakis, mutuelle de santé de Kisanto. Merci. Voilà, merci à toute l'équipe qui a travaillé à la production de ces magazines, qui a fait un focus sur les projets entrepris dans les domaines de la santé, projets financés par l'Union européenne, supervisés et mis en œuvre et suivis par la cellule d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen de développement en République démocratique du Congo, la COFED. Merci à Bob Landou qui a assuré la prise des sons, Jean-Marc Matin qui vous a présenté cette émission. Coucou, merci également à Gisèle Amboley, chargée des communications et gestionnaire des projets au sein de la COFED, et à Patrick Bakombe. Merci à vous, chers auditeurs et chers internautes. Le prochain rendez-vous est pris pour aborder une autre thématique.